Bienvenue à Contient des Spoilers. Aujourd'hui, je vous parle des livres Prélude à Fondation ainsi que L'Aube de Fondation, les tomes 6 et 7 de la série Fondation d'Isaac Asimov. Premièrement, je veux dire que je vais faire la mention de la trilogie originale et des deux suites, mais je vais rien spoiler. Donc, inquiétez-vous pas là, pour ceux qui ont commencé la lecture avec ces deux tomes-là. Je vais parler des autres, mais pas de punch. Et pourquoi je fais les deux livres en un épisode, c'est que je trouve qu'il y a tellement de contexte à mettre, les histoires sont tellement proches, je me suis dit que ça serait plus simple de faire ça ensemble pour éviter de répéter, mettons, sur deux épisodes, d'un peu toujours la base là, de ce que j'ai à dire. Puis aussi, Fondation, toute la série, les 7 livres, moi je vois ça toujours divisé en 3 phases, la trilogie originale, les suites et les antépisodes, dont on va parler aujourd'hui. Donc, ça fait plus de sens de voir ça comme 3 entités plus que 7 entités. Moi, je trouve que c'était plus logique de l'aborder comme ça. Donc, c'est pour ça que je fais les deux livres en un épisode. Et là, justement, on va faire un rappel là, concernant l'ordre de parution. Il y a la trilogie originale, Fondation, qui a été écrite dans les années 40 sous forme de nouvelles et publiée sous forme de roman au début des années 50. Ensuite, on a les 2 tomes de la suite, soit Fondation foudroyée ainsi que Terre et Fondation, respectivement en 1982 et 1986. Et finalement, les 2 antépisodes dont on parle aujourd'hui, Prélude à Fondation et L'Aube de Fondation, qui sont sortis en 88 et 93, le dernier environ 1 an après la mort d'Asimov. Mais apparemment que c'était pas mal tout fini, il restait juste l'édition, donc on aurait vraiment là, le travail complet d'Asimov. Et je trouve que c'est quand même important à savoir pour bien situer la fin de la série, parce qu'on peut finir la série de 2 façons. On peut le finir avec, comme j'ai fait, avec les tomes 6 et 7, mais on peut aussi la finir avec les tomes 4 et 5, qui sont comme l'ordre chronologique des événements de l'histoire. Puis, il y a un gros gap entre la trilogie originale et les suites. On parle de 30 ans. Puis, entre ces deux, entre la trilogie originale et les suites, Asimov a écrit plein d'autres livres, dont les fameux robots, le cycle des robots et le cycle de l'Empire, qui ensemble, c'est environ une dizaine de livres, je pense 9 ou 10 livres. Et quand Asimov a décidé de reprendre Fondation 30 ans plus tard, il a décidé qu'il allait lier toutes ces séries-là ensemble. Il allait tout relier les robots, Fondation, l'Empire et tout ça. Donc, il y a des éléments qui reprend des robots qui se retrouvent dans Fondation, etc. Moi, personnellement, j'ai pas lu les robots encore, mais apparemment que c'est très lié ensemble. Donc, j'ai beaucoup hâte de lire ça. Et donc, ce que j'aime, pourquoi j'explique ça aussi en même temps, c'est que, bon, je veux parler de l'ordre de lecture, mais aussi juste avant, je me rappelle quand j'ai lu le tome 5, qui est comme le dernier chronologique, si on veut, dans la préface, Asimov dit qu'il voulait pas retourner à Fondation après avoir fini la trilogie originale, mais il y avait tellement de demandes des fans, mais aussi de ces éditeurs qui ont offert un montant 10 fois plus élevé que ce qui avait l'habitude d'être payé. Puis c'est ça qui l'a convaincu. Puis ça, j'aime ça, ce genre de franchise-là, tu sais, l'espèce de... Tu sais, on nous dit toujours, ah ouais, c'est les fans, c'est la passion, mais c'est semi-vrai, là, tu sais, c'est beaucoup aussi l'argent, veut pas. Donc, qu'ils disent comme ça, je trouvais ça drôle. On sait qu'il y a un sens de l'humour, là, Asimov, donc... bon, il dit ça un peu à la blague, mais en même temps, je trouve ça cool que ses livres soient aussi bons, même après qu'il s'avoue le faire pour l'argent, principalement, tu sais. Donc, on dirait que c'est vraiment du talent, là, même si tu le fais pas pour la passion absolue, c'est encore super bon, tu sais. Fait que je trouvais ça fun. Et j'ai vu beaucoup de listes sur Internet, justement, des gens qui suggèrent dans quel ordre lire Fondation, et aussi dans quel ordre lire les différentes séries d'Asimov, au complet, là. Vu qu'ils sont connectés entre elles. Mais je vais juste parler rapidement de Fondation. Moi, j'ai lu la trilogie originale, puis pendant un bout, je me disais, ça allait me suffire, mais la curiosité l'a emporté, puis j'ai fini par lire les tomes 4 et 5, qui est la fin chronologique, et j'ai fini par 6 et 7, qui finissent au commencement, si on veut, là, ça finit juste avant la trilogie originale,
en termes de chronologie de l'histoire. Mais je pense que si j'avais à suggérer un ordre, je suggérerais de lire les tomes 6 et 7 avant les 4 et 5. Parce que les enjeux dans le tome 5 sont tellement plus gros, puis on a tellement plus un gros plan de toute l'histoire que le choc de la surprise, des twists, des punchs est plus prenant que la fin de l'aube de fondation, que le tome 7. C'est sûr que je dirais, si on veut une fin, une fin plus humaine, plus émotionnelle, si on veut, ben là, on peut finir par les tomes 6 et 7, parce qu'on le voit là, vous l'avez lu, c'est la mort d'Harry Seldon. Harry, qui est cette espèce de héros-là dans toute la série, mais qu'on connaît pas tant que ça, finalement. Et là, le tome 7, ben, on parle de sa vie, là, carrément. On apprend à le connaître, on s'attache, et c'est lui, c'est Asimov aussi, on pourrait peut-être se demander, là, parce qu'il est un peu en fin de vie. Bon, donc c'est beaucoup plus humain, si on veut, beaucoup plus basé sur l'émotion, alors que le tome 5, qui est la fin chronologique, ça, c'est vraiment basé sur les punchs, tu sais. Fait que je dirais, c'est de choisir sa fin. Est-ce qu'on veut finir avec... Si j'avais à suggérer, je dirais, finis avec les 6 et 7 si tu veux une fin plus humaine, plus émotive, si on veut, mais finis avec les tomes 4 et 5 si tu veux une fin plus sur le punch, tu sais. Si vous n'avez pas lu encore les 4 et 5, j'aimerais ça être à votre place parce que c'est vraiment bon. Donc, on va commencer avec le petit résumé que j'ai écrit là pour Prélude à Fondation. Juste pour se remettre dedans, là, parce que là, si vous avez lu les deux, Prélude à Fondation est peut-être un petit peu loin. Donc, ça va comme suit. Le jeune mathématicien Harry Seldon se rend sur la planète Trantor, capitale de l'Empire galactique, pour présenter sa théorie de la psychohistoire à une convention de mathématiques. Cette nouvelle science permettrait de pouvoir calculer et prédire à grande échelle le comportement des civilisations sur une grande période de temps, donc plus grossièrement, prédire le futur. Tout le monde veut maintenant un petit bout d'Harry Seldon pour profiter de la puissance de cette découverte. Mais il apparaît rapidement que la psychohistoire n'est qu'une théorie qui ne peut être appliquée, du moins pas à ce stade-ci de son développement. Harry veut subtilement quitter Trantor et mettre tout ça derrière lui, mais avec l'empereur tout-puissant Cléon Ier surveillant désormais ses moindres faits et gestes, il se laisse convaincre de rester caché sur Trantor pour ne pas attirer l'attention de ceux qui le poursuivent. Harry se rend rapidement compte que la seule façon de ne plus vivre clandestinement est de trouver comment rendre la psychohistoire applicable. Donc voilà mon petit résumé. Bon, concernant le livre, moi je l'ai bien aimé. Je pense que c'est lui que j'ai le moins aimé de toute la série des 7. Mais quand même, ça reste un Asimov, donc c'était très bien. J'ai beaucoup aimé ça, mais si je compare à d'autres, c'est peut-être lui que j'ai le moins aimé. Parce que dans ce livre-là, Asimov il est reconnu pour ses punchs, pour ses twists. Puis dans ce livre-là, il y en a comme pas vraiment, à part la fin là, qui est comme la grosse révélation, toute expédiée en 10 pages. Là. Mais, ouais, c'est ça. Je pense que c'est un livre qui est basé plus sur l'aspect chasse à l'homme, chasse au trésor, quasiment dans le style de Dan Brown, là, mais très longtemps avant Dan Brown. Mais moi, c'est pas ça nécessairement que je recherche dans un livre d'Asimov. Fait que si ça avait été un stand-alone, tu sais, un livre comme au hasard, peut-être j'aurais moins embarqué. Là, le fait que je savais que c'était lié à tout le reste de Fondation, ben ça m'a gardé à l'écoute. Mais il y a quand même des choses intéressantes là, que j'ai envie de discuter. Mais c'est ça, c'est peut-être lui que j'ai le moins aimé. Puis en plus, moi, vu que je suis un petit curieux, je vais souvent sur Internet, puis là, je lis des choses sur Fondation, c'est des livres que j'ai déjà vus. Mais là, à un moment donné, tu finis par te faire spoiler des choses. Et moi, je savais que Cheter Hummins, c'était Eto Demerzel. Dès le début, avant même de le commencer, je l'avais lu. Fait que c'est sûr que, bon, ça, tu sais, le gros punch de la fin, ben, je le savais déjà. Puis je savais déjà que c'était Daniel aussi. Je l'avais lu. C'était des noms que je connaissais pas nécessairement, mais que j'étais comme... Bon, ben, je les ai retenus, puis je sais que sont l'un et l'autre et tout ça. Fait ça a un peu teinté mon expérience, mais bon, c'était quand même une bonne lecture.
Tu sais, Prélude à la Fondation, ça ajoute du lore à 30 heures, ça ajoute un backstory. Dans les autres livres, on n'en parle jamais, on dit juste c'est la plus grosse ville, la plus grosse planète, la plus importante, etc. Mais on connaît rien, tu sais. Puis, tu sais, Asimov est bon pour bâtir un monde en termes de règles, d'équilibre politique, etc. Tu sais, des personnages avec des rôles précis, mais en termes de lieu, d'environnement, j'ai toujours trouvé que c'était assez faible. Parce que toutes les planètes, c'est des grosses roches lunaires, comme c'est toujours plate. On sait pas c'est quoi, il y a de la végétation, des animaux, je sais pas, le ciel a l'air de quoi, t'sais, on sait rien, tu sais. Fait qu'on dirait que dans celui-là, il s'est dit, bon, là, je m'agomme, puis on se gâte, on fait le tour de 30 heures, on explique c'est quoi, t'sais. J'ai aussi des petites notes sur des personnages que j'avais pris. Eto, qui est Chetter Humin, qui est la même personne. Moi, j'avais pas allumé, mais j'ai lu sur Internet, Chetter Humin, c'est comme Cheater Human, donc l'humain tricheur. Je trouvais que c'est pas dans les habitudes de Asimov de faire des jeux de mots dans ses noms, mais là c'est un robot, fait que le robot essaie de faire une joke, je sais pas. Je trouvais ça comique quand même. J'ai beaucoup aimé le personnage de Maître du Soleil 14, l'arc narratif pas l'arc narratif, mais la section sur Mycogène. J'ai bien aimé ça. Maître du Soleil 14, je l'ai aimé. On savait pas si ça allait être le traître ou le gars bête qui arrive en héros, genre. Il était comme sa ligne. Je me disais, il peut aller des deux bords, tu sais. Souvent, quand on nous présente un personnage bête, c'est comme pour nous mislead, là. C'est comme pour nous envoyer à quelque part, puis finalement, ah non, c'est un bon gars, tu sais. Mais lui, on dirait qu'il était sa ligne, puis finalement, on comprend qu'il veut trahir, puis là, bon, Chetter Humin fait son petit tour de passe-passe, puis ça règle le problème. Mais j'ai beaucoup aimé ce personnage-là. Il y a le personnage de Rita, qui est comme la vieille voyante, là, à Dal, ou à Billy Button. Je trouvais que c'était un bon callback au sequel. Je vous dis pas quel élément, là, mais ça parle des deux robots, là, Dali et Bali, je me souviens plus trop là, les noms exactement. Mais ça fait du sens quand on a lu les sequels, mais c'était le fun d'avoir un petit callback, de faire comme, ok, ouais, c'est vraiment connecté, là, tu sais. Puis une autre note que j'ai pris, là, je parle pas de tous les personnages, mais le sergent Emmer Talus, tu sais, le personnage, là, l'espèce de capitaine d'armée qui travaille pour la mairesse de Caen, puis qui vient sauver Dors, Harry et Reich, quand ils sont dans les... Je me souviens plus, là, comme dans des égouts à Billy Button, je sais plus trop. Je le trouvais bizarre, ce personnage-là. On dirait... Je trouvais que c'était comme un personnage de anime, là, des animés japonais, là, qui vient sauver... Qui arrive un peu en héros, puis qui est comme intouchable, là, c'est comme la carte magique, là. Lui arrive, il pète tout. Il a la mâchoire carrée, le dos droit, tu sais, puis il est comme... Il est plus blanc que blanc, on dirait. Je sais pas, j'avais comme cette image-là. Tu sais, super caricatural. Tu sais, puis ce personnage-là aussi, à la fin, je me disais, justement, je le trouvais comme rigide, un peu comme type de personnage. Puis à la fin, on se rappelle, il hésite à tirer sur Selden parce qu'il avait promis sa protection. Puis là, je me disais, ah, c'est peut-être un robot parce qu'il était pris dans un paradoxe. La mairesse de Cannes lui dit de tirer sur Selden, mais Selden lui avait fait promettre de le protéger. J'étais comme, ah, c'est un robot? Mais finalement, non, c'est juste un humain, puis qui se fait désintégrer. Mais, je sais pas, de tous les personnages d'Asimov, on dirait que celui-là, je les trouve, je sais pas pourquoi, il trouvait bizarre. Mais, c'était correct. Donc, concernant les spoilers en tant que tels, ben, tantôt j'ai dit, bon, c'est surtout la finale, là, la révélation de la triple identité d'Eto Demerzel, qui est comme le gros punch à la fin. Mais on a quand même d'autres petits éléments d'intrigue qui se résoudent au fur et à mesure du roman. On se rappelle la fameuse scène de Harry avec la fille qui veut y toucher le poil, là, les sourcils, pis tout ça. Ça, c'était weird, là. Ça, c'est le bout d'Asimov que j'aime pas, là, quand il commence à rentrer des affaires sexues comme ça, là.
j'ai pas de problème avec ça dans d'autres livres, mais on dirait que, je sais pas, on dirait que ça clash un peu avec Asimov. Mais bon, mini parenthèse. Mais on apprend finalement que c'est Maître du Soleil qui avait demandé à cette fille-là de trouver une façon de donner à Harry le livre pour lui faire croire que c'est lui qui l'avait comme subtilisé à, à une résidente de Mycogène, tu sais. Fait que ça, j'ai aimé ça, cette section-là. Mycogène, c'est comme un secteur vraiment différent des autres. Il y avait des rappels aux autres livres. C'était le fun. J'ai bien aimé ça. Sinon, un autre des punchs majeurs du livre, c'est que maintenant, Harry sait qu'il peut commencer ses calculs à partir du modèle de Trantor, parce que Trantor représente l'humanité en elle-même, parce que chaque secteur a ses coutumes, ses valeurs, sa mentalité. Et ça, j'ai lu sur Internet que c'est ce qu'on appellerait une œcuménopole. Ça s'écrit OE, le petit OE collé, là. CU ménopole. Puis ça désigne ce qu'on pourrait désigner ça comme étant une ville faite du monde entier. Donc Trantor, c'est ça, tu sais. Ce qui serait normalement des pays et tout rejoint ensemble sous une grande ville qui couvre la planète en entier, tu sais. Donc, tu sais, c'est quand même facile d'imaginer ça en 2023, mais dans le temps où Asimov a imaginé Trantor, je pense que c'est quand même assez audacieux, même que de ce que j'ai lu, Trantor aurait été une inspiration pour l'urbaniste qui a inventé le terme œcuménopole, tu sais. Puis Star Wars aussi, tu sais, comme d'autres œuvres qui ont puisé de ça pour ce concept-là. Je sais pas si c'est lui vraiment qui l'a inventé, mais clairement, il a l'air de l'avoir démocratisé à un certain niveau. Donc, c'était une lecture quand même intéressante. Je vous conseille d'aller checker ça si ça vous intéresse. Mais ouais, ça j'ai aimé ça comme parce que c'est évident, étant donné que la psychohistoire n'existe pas dans la vraie vie, la trilogie originale commence, puis Harry, il a déjà sa formule, tout fonctionne, tu sais. Puis là, je me demandais comment est-ce qu'il va... On est supposé découvrir comment Harry va découvrir ça, mais c'est impossible, tu sais, ça existe pas. Puis je trouvais que c'était une bonne façon de l'amener, de dire... Parce que ce qu'il dit, c'est vrai, là, ça fait du sens. Ben, c'est vrai. Je veux dire, on peut s'imaginer que ça ferait du sens dans ce genre d'équation-là. Fait que je trouvais que c'était... Il en disait pas trop pour qu'on fasse, ben là, c'est impossible, mais il en disait pas assez pour qu'on fasse, ben là, donne-nous du jus, tu sais. Fait que je trouvais que c'était un bon point dans l'histoire de la psychohistoire de nous expliquer ça comme ça, tu sais. Fait que vraiment intéressant. Puis j'ai vraiment aussi, justement, là, bon, pour venir à la fin, quand Eto dévoile son identité, j'ai vraiment aimé comment il posait plein de questions, puis il veut confirmer la logique de Harry avant de vider son sac, tu sais. Je trouve que les vilains, ou les personnages avec des identités doubles, avouent toujours trop vite que « Ah oui, c'est vrai, t'as raison », tu sais. C'est toujours comme « Ben là, t'aurais... » peut-être qu'il a pris un guess, tu peux essayer de le convaincre qu'il a tort, tu sais. Puis c'est toujours trop rapide. Puis là, je trouve que c'était surprenant de voir un personnage vraiment être sur ses gardes lors de son dévoilement. Puis là, justement, quand il nous explique ça, ben ça nous lâche sa bombe d'informations là, qui nous explose au visage. Puis on est comme, en 10 pages, on a comme l'explication des 300 dernières pages. Tu sais, ça, c'est très Asimov, là. Mais j'ai aimé ça. Je trouvais que l'approche à Eto était une approche vraiment robotique quand même quand on y pense, là. J'ai bien aimé ça, ce trait de personnage-là chez lui. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous là, concernant Prélude à la Fondation. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses à parler sur l'aube de Fondation qu'on va parler. J'ai beaucoup plus de stock. Mais c'est ça. En gros, Prélude à la Fondation, la chasse à l'homme avec le gros punch à la fin. On place vraiment les pions pour le reste de la Fondation, de toute la série. C'est un bon livre, mais c'est vraiment pas mon préféré. Là, on va parler de l'aube de Fondation. Lui, je l'ai beaucoup plus aimé. C'est vraiment un retour aux sources là, dans la structure en section, où on pourrait même dire par crise, comme on l'a dans la trilogie originale. Là, on parle plus de crise. Des crises de psychohistoire, en tout cas, ceux qui l'ont pas lu, vous verrez.
là, j'ai remarqué, après l'avoir lu, que c'est 4 histoires. Puis, je vais parler de l'autre de fondation en abordant chaque histoire une à la suite de l'autre. Mais chaque chapitre a le nom de la personne qui disparaît à la fin du chapitre. Le début, c'est Eto. Le deuxième, c'est... j'ai oublié c'est qui. Le deuxième, c'est Cléon. Le troisième, c'est Dors. Puis le quatrième, c'est Wanda. À la fin de chacun de ces chapitres-là, le personnage nommé disparaît ou meurt ou sort de l'histoire. Donc, je me disais, c'était un peu... Je trouvais que ça faisait un peu Asimov qui est en mode deuil. Là. Je dis adieu à mes personnages. Parce qu'on se rappelle, Asimov est quand même vieux. Je sais pas son état de santé il ressemblait à quoi, mais il est dans les 70 ans rendu là. C'est pas si vieux, mais bon, on dirait qu'il... Puis avec le livre qu'on est en train de lire, on le voit là. C'est Harry qui vieillit par décennies. Puis on sent les adieux d'Asimov au travers du livre, là, tu sais. Puis aussi, à la fin de Prélude à Fondation, on comprend que Dors Venabili est un peu un robot, là, tu sais. Un peu dans le sens que ça nous le dit pas, mais on nous l'indique tellement fortement qu'on part avec l'idée que, ah oui, Dors, c'est un robot, tu sais. Mais c'est comme si, dans l'autre de Fondation, c'est comme si on s'adresse au lecteur comme si on ne savait pas, genre, que c'était un robot. Comme s'il y avait vraiment une ambiguïté, alors que c'est super clair que oui, tu nous l'as dit à la fin de Prélude à la Fondation, puis c'est Harry qui décide d'ignorer ça, tu sais, parce qu'il dit « Ah non, je l'aime comme une femme, etc. » Mais on le sait. Fait ça, j'ai trouvé ça bizarre comme choix de l'avoir mis à la fin de Prélude, puis après ça, de jouer comme si on le savait pas, alors que clairement on le savait, tu sais. Donc, la première histoire, Eto de Merzel, je l'ai vraiment aimé, celle-là. Je pense que c'est ma préférée du livre, des 4 chapitres. Là. C'était classique Asimov. Là, on dirait que c'était comme... On sortait de Prélude à la Fondation, qui est une longue histoire, puis là, on retombait dans une histoire en silo, qui aurait pu être une nouvelle en soi. Donc ça, j'ai bien aimé. Donc c'est quoi? On assiste à la montée d'un nouveau mouvement politique mené par un certain Laskin Joranum, aussi appelé Jojo Joranum. Ça, c'est quand même assez drôle. Là. Très Asimov comme nom. Jojo Joranum comprend que c'est Eto de Merzel, le vrai cerveau du gouvernement, et il s'agit de l'ennemi à abattre. Puis là, évidemment, Eto de Merzel, il veut rester en contrôle pour continuer à influencer l'empereur dans le cadre de la loi 0 de la robotique. On se rappelle que la loi 0, c'est un robot ne peut pas porter atteinte à l'humanité, ni par son inaction permettant que l'humanité soit exposée au danger. Donc, si c'est pour protéger la loi 0, un robot peut même carrément tuer quelqu'un. Là, si c'est pour le bien de l'humanité. Donc, c'est pour ça qu'Eto veut rester en contrôle. T'sais. Puis, une chose qui m'a marqué, c'est comment la montée de ce mouvement politique-là, l'idée par Jojo Joranum, se fait par des rassemblements publics, comme dans le temps des philosophes grecs à Athènes, genre, tu sais. C'est comme si c'était voué à toujours rester un élément vital de toute révolution politique ou intellectuelle, même 30 000 ans dans le futur. T'sais. Peu importe les technologies. T'sais, oui, ils ont évolué, ils évoluent encore plus dans le monde d'Asimov, puis sont fortement impliqués, mais les discours publics en personne, c'est comme ils ont encore un gros effet sur la motivation des troupes, le rassemblement. Puis, tu sais, Asimov, il n'a jamais parlé du concept de réseaux sociaux et d'isolation sociale créée par les technologies. Tu sais, je me demande si c'est une voie qu'il aurait envisagé à un certain moment s'il avait exploré. Tu sais, aurait-tu pu imaginer une espèce de Facebook ou de... Je sais pas, là, tu sais, nommer votre réseau social préféré. Et Asimov nous présente tout le temps la technologie comme étant quelque chose, sauf peut-être pour la guerre, qu'on est capable d'utiliser vraiment bien, tu sais, avec, tu sais, sans dépendance, avec parcimonie, etc. Ce qui n'est pas le cas du tout maintenant qu'on est dans une ère technologique beaucoup plus développée qu'en 40 ou en 80, là, tu sais. C'est drôle, ça, on dirait qu'il s'est imaginé, non, on va juste faire des bonnes affaires avec la technologie. Puis on l'a échappé, là, tu sais.
Mais donc, on va revenir à Jojo, qui fait des belles promesses au peuple, qui finit par faire peur à l'empereur, tant son influence commence à se faire sentir sur Trantor. Puis Eto sait pas trop comment s'y prendre avec cette nouvelle crise-là, et fait appel à Selden. Et j'ai appelé ça une crise pour une raison. C'est justement, comme je disais tantôt, dans la trilogie originale, aucun spoiler, mais l'équivalent de ce genre d'histoire en chapitre vont être appelées les crises Selden. Parce que on s'attend à ce que ces crises-là soient réglables, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais par ce que Hari Seldon avait proposé comme solution. T'sais. Et on assiste donc techniquement à la première crise Seldon, en quelque sorte, du moins au premier balbutiement de ce qu'allait devenir dans le futur des crises Seldon. Et là, bon, Harry va faire des recherches sur Jojo pour comprendre que finalement, ça serait un dissident de Mycogène et non un natif de la planète Nishaya comme il le prétend. Et on comprend que Jojo entretient ce personnage-là pour attirer la sympathie des expatriés de Trantor, ainsi que des communautés les plus pauvres comme Dal, par exemple. Et pour enlever la crédibilité à Joranum, Harry va envoyer son fils Reich lui dire que Eto est un robot. Ce que Reich sait pas, là, tu sais. Et on sait que les mycogéniens sont descendants d'Aurora, comme on a appris en prélude de la Fondation, là, quand ils arrivent dans la salle puis qu'il y a le robot. Et ils sont très fidèles à leurs coutumes. Et on pourrait se demander pourquoi Jojo fait confiance à l'enfant de Seldon, qui sait être du côté d'Eto, mais on comprend que Reich joue sur son côté enfant adopté des tréfonds de Billy Button, et comme on va le savoir plus tard dans le livre, Reich a ce côté quasiment mentaliste de se faire apprécier et donc de manipuler plus facilement les gens. Jojo part en offensive avec le slogan « Je suis un humain, je ne veux pas d'un robot pour diriger l'Empire ». Et quand Reich disait cette phrase-là, je sentais qu'il la disait comme pour vrai, même si on sent qu'il doit le dire à la demande de son père. J'ai comme un peu l'impression qu'il était d'accord, même s'il savait pas qu'Eto c'était vraiment un robot. Mais tu sais, on nous fait comprendre que Reich, son côté, le Dal, Billy Button, tout ça, est jamais parti. T'sais. Il y a encore cette idée-là. Il est quand même un peu impressionné par la figure que représente Jojo. T'sais. Et là, bon, la nouvelle d'Eto qui est un robot, cette rumeur-là commence à faire des remous. Harry dit à Eto qu'il doit tout simplement s'adresser à la nation et rejeter du revers de la main tout simplement cette accusation. Et j'ai aimé le moment où Eto se pratique à rire, c'était quand même le fun. Sous les conseils de Harry et Dors, juste avant l'entrevue, puis il n'y a rien qui va. Eto, il est pas crédible, il était toujours en mode taciturne toute son existence, puis là, il doit être expressif, c'est un robot, puis là, si on regarde bien les échanges du dialogue, on voit que Dors intervient 2 fois. Premièrement, elle propose « Servez-vous d'un rire préenregistré ». Donc, assez robot, merci comme réponse, tu sais. Et après, le passage, c'est... quand Harry suggère de faire pétiller ses yeux, le petit passage va comme suit. Dors dit « Que veux-tu dire, pétiller ?» s'indigna Dors. Personne ne fait pétiller ses yeux, c'est une expression métaphorique. Donc, à la première lecture, si on n'a pas encore compris que Dors est un robot, ben c'est un indice qui démontre le côté très binaire des robots, tu sais. Cette idée de rejeter les figures de style parce que c'est trop abstrait. Puis, Harry explique ensuite que oui, ça peut vouloir dire quelque chose. L'espèce de couche de larmes qui se forme aux yeux quand on vit une émotion forte. Et juste après, on a le moment de son discours à la nation où il exécute un rire convaincant et bien maîtrisé, ce qui brise la tension dans l'auditoire. Et on comprend que l'affaire Joranum est finie. Sa crédibilité vient d'être anéantie sans possibilité de retour. Et on a un beau dénouement classique Asimov, là, une fin rapide et efficace. Et là, on pense que le chapitre est fini, mais on a le droit à une dernière bombe avant la fin. Eto démissionne et Hari Seldon devient premier ministre. Puis ça, pour moi, ça a été le plus grand punch du livre, je pense. Parce que dans la trilogie originale, c'est jamais mentionné que Seldon ait déjà été premier ministre. Ça s'explique, là, avec... Si vous avez pas lu la trilogie originale, il y a moyen de boucher les trous et d'expliquer comment ça qu'on ne sait pas. Mais dans ma tête, ça a commencé à tourner de tout bord, de côté, puis j'essayais de voir comment ça fitait avec ce que j'avais compris, justement, puis retenu de mes anciennes lectures.
Mais même si on sait que c'était pas prévu au début, là, en 1940, que Selden était premier ministre plusieurs décennies auparavant du début de l'histoire, ben on peut, comme je disais, on peut se créer une espèce de raisonnement qui fait en sorte que tu dis, ok, j'imagine que ça peut marcher, mais quand même, pour moi, ça a été, j'étais comme, oh my god, le reste du livre s'en va où, tu sais? Parce que là, tu comprends, il montre la hiérarchie, là, comment ça, comment est-ce qu'il fait pour arriver où il en était au début de la trilogie originale, tu sais? Ensuite, on a la deuxième histoire, Cléon Ier. Donc, on commence ça avec... on nous dit que ça fait 10 ans que Harry est premier ministre. Puis, il a l'air quand même à son aise. Là, on voit là qu'il a maîtrisé son rôle. On parle de quelques petites histoires qui sont arrivées entre-temps. Et ça sert surtout à mettre la table pour le personnage de Dors qui, avec l'histoire là, qu'on lui a donné, son surnom de la tigresse, on commence à comprendre un peu mieux le rôle des serviteurs du palace de l'empereur, surtout les jardiniers. Puis c'était vraiment le fun d'avoir ces moments-là avec Mandel Gruber sur la hiérarchie des jardiniers et tout. Tu sais, c'était pas long, mais ça ajoute une couche à 30 heures que on n'avait jamais vraiment vu, tu sais. Mandel Gruber, je l'ai vraiment aimé comme personnage. Je sais pas, c'est comme un personnage qu'on dirait je m'identifie peut-être. Dans un certain sens, tu sais, c'est un travailleur de la classe moyenne qui a pas des ambitions de grimper l'échelle sociale à tout prix, qui veut juste rester où il est en ce moment parce qu'il aime la nature, embarque pas dans les espèces de folies du futur, là, tu sais, où si tu grimpes pas, tu meurs un peu, tu sais, il y a comme cette idée-là, là. Les classes sociales sont de plus en plus éloignées, etc. Mais il va quand même finir par virer sur le top et tirer sur l'empereur parce qu'il accepte pas de se faire promouvoir contre son gré. Il veut pas perdre la seule chose qu'il apprécie, c'est-à-dire son accès direct à la nature. Et là, bon, c'est ça. Harry envoie encore une fois son fiche Reich fouiller à Caen, voir ce qui se mijote. Puis Reich se fait recruter comme travailleur indépendant par Gleb Antorin, le bras droit de Namarty, qui est devenu le leader des anciens Joranites, c'est la gang à Jojo Joranum, et qui planifie une infiltration au palais de l'empereur pour prendre le contrôle. Bon. Mais lui, comparé à Jojo, on sent qu'il est vraiment méchant pour vrai. L'autre, il avait l'air... Tu sais, Jojo, il était un peu comique, là, si on veut. Namarty, on sent qu'il est mauvais, là, tu sais. Puis il sera pas berné par des histoires de robots, puis encore moins par Reich, qui a une moustache, puis qui se fait appeler Planchet. Bon, fait que là, ça, ce bout-là, c'était quand même un peu... J'étais comme, quel père envoie son fils toujours comme ça, là, dans la gueule du loup, tu sais, comme... Tu sais, c'est ça qu'il a fait avec la première histoire, là, en l'envoyant à Dal, là, tu sais. C'est comme... C'est vraiment dangereux, drôle de move, là, de la part d'un père. Puis... Deuxièmement, quand on sait qu'il va rencontrer Namarty, tout le long, je me dis, ok, mais ils se sont déjà vus, ça fait aucun sens. Puis je sais qu'il y a comme un déguisement, là, mais tu sais, j'ai trouvé ça bold, comme move, de faire comme, ah oui, on va te mettre un petit déguisement, t'as vieilli, il va pas te reconnaître. Mais au moins, même si c'était un peu fâchant, parce que justement, je trouvais ça bizarre comme choix, ben, j'étais content que Namarty le reconnaisse instantanément, tu sais. On dirait que j'aurais été vraiment déçu que le plan fonctionne pour de vrai, tu sais. Donc, Reich, de son côté, il est certain que son plan avance bien. Il est même en train de développer une relation avec Manella, qui travaillait pour Gleb, dans un sens. Mais on sent qu'elle change de camp tranquillement, puis qu'elle a beaucoup d'affection pour Reich. On sent que son rôle va déboucher éventuellement à quelque chose de plus grand, mais on sait pas de quel bord. Un peu comme Maître du Soleil, quand je parlais de Prélude à Fondation. C'est un personnage, tu te dis, ah, peut-être qu'on nous fait croire qu'elle aime Reich, mais là, c'est pour faire un petit tour de passe-passe. On sait pas. Ça, j'aime ça, ce genre de personnage-là. Et là, à un certain moment, on a une scène où Namarty et Andorin discutent du plan pour faire rentrer des étrangers comme jardiniers, tout ça. Puis j'ai beaucoup aimé la dynamique entre eux parce que clairement, ils s'aiment pas, mais ils discutent de qui sera empereur et premier ministre. Puis c'est rare comme dynamique qu'ils soient ouvertement en confrontation, puis que le mastermind ne veut pas le poste du maître ultime. T'sais. Namarty veut le vrai contrôle sur l'Empire, c'est-à-dire le poste de Eto, qui est rendu le poste de Harry finalement, alors qu'Andorin, lui, il veut ramener les descendants du secteur de Caen au pouvoir, faire à nouveau briller la dynastie de son peuple, blablabla. Donc lui, il veut vraiment
le pouvoir populaire, un peu, si on veut. Il veut la position. Puis je trouvais que c'était bien amené deux personnages qui s'aiment pas, qui se le disent ouvertement, mais que le leader veulent pas le rôle ultime. Je trouvais que c'était... Ça brisait un peu certains codes qu'on voit tout le temps, mais je trouvais ça intéressant. Ensuite, on comprend que, bon, Reich, en étant... qui a été recruté là, par Gleb Andorin, a été nourri avec un produit chimique qui cause la désespérance, une espèce de un état qui en gros rend très amorphe, le regard vide, l'esprit flou, et donc facilement manipulable. Et je suis pas un fan des potions pis de poisons, là, tu sais, je trouve que c'est facile souvent, c'est trop fort, c'est trop comme, je mets la carte du poison, puis là, that's it. Tout marche, puis tu dis toujours, ouais, mais là, si le poison existe, pourquoi il l'utilise pas tout le temps, pis tout ça. Mais bon, là, je l'ai accepté, puis j'ai continué, mais j'ai dû relire certains bouts pour comprendre comment ça allait obliger Reich à obéir et tirer sur Harry quand il aurait infiltré le palais en tant que nouveau jardinier. Je pense le point, c'est qu'il est tellement juste pas là dans sa tête qu'il va faire n'importe quoi sous la pression, tu sais. Je pense que c'est comme ça qu'on est supposé le comprendre, mais c'était pas super clair de mon bord, en tout cas. Et là, la scène finale de cette histoire-là, où les nouveaux jardiniers arrivent avant qu'Harry arrive pendant que Harry fait son discours d'accueil. Harry se laisse devant Reich à ce moment-là, puis l'Andorin dit à Reich de braquer son arme sur Harry, mais avant qu'Andorin ait pu finir son ordre et sa manipulation, coup de théâtre, plot twist, Manella était déguisée en jardinier et désintègre Andorin avec son arme et révèle à Harry qu'elle était en fait un officier qui travaille pour la garde impériale, puis qui était dans le coup depuis tout ce temps-là. Un petit revirement là, relativement classique, mais qui était cool. Puis, tu sais, on l'avait vu que Manella cachait son jeu. C'était pas la révélation la plus surprenante, mais c'était correct, c'était classique. Et je pense que c'est mon moment préféré de ce livre-là. C'est quand, justement, Mandel Gruber désintègre l'empereur. C'est un peu too much, tu sais, c'est comme un peu cartoon. Tu fais, c'est un peu exagéré, là, mais en même temps, c'était inattendu, je pense. Puis, mais j'ai aimé ça, c'était comique, c'était assumé, c'était comme, gars, on va sur le top, on tire sur l'empereur. Il y avait quasiment une bulle qui disait pouf, avec un petit nuage de désintégration là, dans ma tête, tu sais. C'était très, je sais pas, c'était cartoonesque. C'est pas nécessairement la meilleure fin pour un personnage aussi important que Cléon, mettons, mais ça m'a plu. Ensuite, troisième histoire, Dos Venabili. Celle-là, je l'ai aimé beaucoup, mais il y a une affaire qui m'a vraiment agacé, je vais en parler. On commence l'histoire avec Wanda Selden, la petite fille de Harry, qui vient nous dire qu'elle a eu peur. Elle a peur qu'il meure parce qu'il va bientôt avoir 60 ans. Donc on comprend, on est 10 ans plus tard. Puis on profite du contexte pour expliquer que Reich et Manella sont devenus un couple, ils ont eu des enfants. Dos aime pas Manella, on comprend qu'il y a comme je sais pas, là, un sentiment de jalousie maternelle un peu. C'est comme le cliché, tu sais, de la mère jalouse de la femme de son enfant, qui la lui vole, dans un certain sens. Puis je pense que ça a été amené pour rendre, justement, Dors plus humaine, juste avant de dévoiler que c'était un robot, tu sais. Parce que c'est son premier comportement interpersonnel qui semble vraiment humain et pas influencé par les lois de la robotique, tu sais. Même que techniquement, ça pourrait nuire, parce que pourquoi créer un conflit quand ça n'aide pas les lois de la robotique? C'est comme une zone grise dans l'humanisation d'un robot, si on peut dire ça, puis je trouvais ça intéressant. Parce que justement, avant de mourir, Dos, elle dit « Tu m'as rendu plus humaine », elle dit ça à Harry, tu sais. Fait qu'il y a comme une petite manifestation de ça ici, je trouve. Le chapitre, en gros, ben, c'est à propos de la vieillesse d'Harry puis de sa succession, autant familiale que professionnelle. Asimov a environ 70 ans quand il écrit ça, donc c'est assez facile de faire le lien, encore une fois. Comme annoncé par Wanda au début, Harry va avoir 60 ans et il apprend que ses collègues préparent une grande fête pour lui, mais il veut rien savoir de ça. Et au travers des préparatifs, on fait le point sur l'état de la psychohistoire. On parle de Hugo Amaril, le puisatier rescapé de Dal, qui est le bras droit de Harry, puis qui est rendu complètement obsédé par la psychohistoire, au point d'en avoir des séquelles physiques et psychologiques. On a aussi un petit nouveau, Tamwil de Sorbe,
une espèce de jeune génie qui aide l'avancement de la psychohistoire avec ses nouvelles théories, mais surtout l'électrofiltre qu'il a conçu avec une technicienne qui s'appelle Cinda Ossien. On va y revenir, mais c'est ça qu'on nous explique. Aussi, on nous explique qu'après la mort de Cléon Ier, il y a une dictature militaire, je vais la voir, qui s'installe sous les commandes du général Thénard. On comprend vite que Thénard ne sera pas aussi patient envers Harry que l'était Cléon Ier concernant l'avancement de la psychohistoire. Puis j'aime ça quand Harry dit à Manella, il dit « Vous raisonnez logiquement, or la logique risque de ne plus être à la mode pendant un certain temps. » Puis je trouve que c'était vraiment une bonne phrase pour expliquer l'ambiance sociale et politique dans laquelle il se trouve à ce moment-ci de l'histoire. T'sais. Et là, l'intrigue commence quand la jeune Wanda parle d'un rêve qu'elle a fait où deux hommes disaient la fameuse phrase « Mort en donnant des parts de sorbet aux siens ». Toute la famille prend ça à la légère, mais Dor s'accroche à cette phrase, puis elle devient hyper vigilante, se disant que Wanda avait probablement entendu ça quand elle s'est endormie dans le bureau de Harry durant une conversation entre deux hommes, puis qu'il s'agit d'une vraie menace. Puis, c'est ça que j'ai pas aimé de cette histoire-là, l'affaire de donnant des parts de sorbet aux siens. Le gars s'appelle Tamwil de Sorbe. Et c'est sûr là, que Sorbe pis sorbet, c'est trop proche. Il y a pas assez de mots qui sonnent comme ça pour que il n'y avait pas un lien. Là, j'ai trouvé que c'était trop facile de faire c'est Tamwil de Sorbe qui fait le complot. T'sais. En anglais, son nom de famille à Tamwil, c'est Tamwil Elar, genre E-L-A-R. Je me souviens plus de la phrase, mais c'est quelque chose par rapport à la limonade. Fait que là, en tout cas, peut-être qu'en anglais c'était mieux, mais en français, j'étais comme, là, on le sait, là, c'est lui, tu sais. C'est un peu anti-climax, mais au moins, le vrai punch, c'était pas de savoir que c'était lui, c'est ce qui a fait à Dors, comme on va voir. Donc là, Harry est convoqué par le général Thénard, mais Tamwil lui annonce qu'il a reporté la rencontre d'une semaine, puis essaie de convaincre Harry d'y aller à sa place. Puis là, justement, en plus de la sonorité de Sorbe, Sorbet, là, c'est vraiment évident que Tamwil essaie de manipuler Harry, tu sais. Et en plus, le fait qu'ils disent maestro tout le temps, on dirait, moi, je trouvais que ça l'aidait à devenir antipathique, tu sais. Je sais pas si c'était ça le but, mais ça fait très vendeur, un peu arnaqueur, tu sais, qui t'appelle boss, champion, capitaine, là, je sais pas, là. C'était comme une marque de respect qui cache un mépris un peu, là. Bon, déjà qu'on a de sortes dans notre mire de suspect, là, on est comme, ok, c'est lui, comment ça va se résoudre, t'sais. Donc là, Harry doit se rendre au palais pour rencontrer le général Thénard, puis il interdit à Dors de venir avec lui parce qu'il va être seul avec le général. Puis là, ça j'ai bien aimé cette scène-là, où Dors redevient la tigresse, traverse l'enclave du palais pour aller intimider là, le bras droit de Thénard, le colonel Lynn. J'ai aimé ce moment-là, elle se fait intercepter par les gardes, elle vole le véhicule. T'sais, on comprend qu'elle est en mode, il n'y a rien qui va m'arrêter. Elle arrive finalement au colonel Lynn et lui dit, premièrement, là, regarde comment je suis arrivé ici facilement. Puis deuxièmement, fais pas de trouble à Harry Seldon parce que je suis un adversaire redoutable puis vous allez le regretter. T'sais. C'était assez hot là, comme moment, là, je trouvais ça cool. Puis c'est bizarre comment Harry veut régler le conflit avec l'armée en y allant de manière plus psychologique, comme l'aurait fait Eto, par exemple, un robot. Puis Dors utilise l'intimidation et la force, un peu comme le ferait un humain qui serait à bout d'options, tu sais. Asimov a d'ailleurs une citation célèbre qui dit « La violence est le dernier refuge de l'incompétence ». Puis je trouve que ça fit peut-être ici, tu sais. Dors est aveuglé par le rêve de Wanda et agit de manière très directe, sans pousser la réflexion plus loin. Puis c'est quelque chose qui la rapproche de son humanité, contrairement à Eto, disons, qui avait de la misère à rire, tu sais. Puis même, on a un moment où Dors étorse, un mélange de Eto et Dors, met sa main sur la table durant sa discussion avec Lynn, décide de frapper la table avec son poing pour montrer toute la force surhumaine qu'elle est capable. Puis elle dit que la table de métal est embossée.
qu'elle a aucune contusion et que le même coup ferait exploser le crâne d'un homme. Donc, c'est comme la grosse menace. Puis Lynn est pas particulièrement apeurée, mais commence à comprendre que c'est pas normal, là, tu sais. Et là, après ça, on a le petit tour de passe-passe que Harry fait avec le général Ténor. Il explique les prédictions de psychohistoire, puis Harry le manipule à mal gérer les impôts. C'est le genre de speech qu'on a souvent vu dans les fondations. Puis ici, ça sert pas mal juste à boucher l'arc narratif de la dictature militaire. D'habitude, c'est un peu plus élaboré. On voit plus les retombées, puis comment ça se joue. Mais c'était le fun d'avoir ce genre de petit speech-là, là, encore en rappel un peu aux anciens, à la trilogie originale, finalement. Ensuite, on a beaucoup de blabla concernant la succession d'Harry. On comprend là, que c'est un sujet sérieux, que ça touche beaucoup Harry, Hugo, Dors aussi. Bon, Dors continue à faire sa petite enquête. Puis on arrive finalement à pas mal une des meilleures scènes du livre, je pense, quand Dors confronte Tamwill. Elle déballe toute sa théorie concernant l'électrofiltre, la fameuse phrase de Wanda, mort en donnant ses parts de sorbet aux siens, qui serait en fait mort ordonnancé par de Sorbe et aux siens. Juste de le dire, je trouve ça absurde. Mais bon, Tamwill le nie, jusqu'au moment où il considère que le jeu a assez duré que finalement, il fait son aveu. Puis, justement, là, je pense que cette scène-là devait être meilleure en anglais, mais quand même, la manière que ça se passe dans l'échange, je pense, rattrape un peu ça, tu sais. Donc, on apprend, Tamwill confirme que c'est lui le traître, finalement, mais c'était le fun, la twist de... ok, on soupçonne que le premier radiant, à cause que l'électrofiltre, est en train de tuer Hugo Amaril à petit feu, mais non, c'était vraiment juste qu'il était trop omnubilé par le projet, et que finalement, ça affecte les robots. D'où l'état qui s'empire de Dors, qui devient paranoïaque, qui est dans le bureau, qui se sent un peu plus déboussolé, et que là, finalement, on comprend que ça a été fait pour faire mal à Dors à long terme, et que pendant qu'elle faisait son speech, Tamwill essayait de la faire continuer à parler pour que l'effet d'électrofiltre soit poussé au maximum jusqu'à détruire les circuits à l'intérieur de Dors. Et là, bon, elle tue Tamwill, puis quand elle fait ça, elle brise la première loi de la robotique au nom de la loi zéro, qui est au nom de l'humanité. Elle va voir Harry, lui explique la situation, puis elle mentionne qu'elle aurait besoin de Daniel pour l'aider. Puis ça, j'ai trouvé ça beau qu'elle l'appelle par son nom de robot, tu sais, parce que d'habitude, il l'appelle toujours Eto. Mais je sais pas, ça faisait comme mon vieil ami Daniel, que je connais en tant que robot, là, tu sais. Ça, j'ai bien aimé. Puis là, elle meurt dans les bras d'Harry, puis c'est là qu'il comprend que Dors était bel et bien un robot, ce que nous, on savait depuis longtemps, finalement. Puis elle le remercie même de l'avoir rendue plus humaine. Ça aurait vraiment plus punché si on n'avait pas eu autant d'indices dans Prélude à Fondation, mais ça reste une très bonne scène du livre. Et finalement, la dernière histoire qui se nomme Wanda Selden, c'est le chapitre qui boucle la boucle officiellement pour la série Fondation. Je vais pas. Celle-là, je vais peut-être moins en parler comme paragraphe par paragraphe, là, parce que, bon, on se rappelle, en gros, la Fondation perd de son plus le même statut qu'avant, moins de financement, l'Empire dépérit, et là, finalement, Fondation est un peu à un stop, on sait plus trop où avancer avec ça. On apprend que Wanda est une mentaliste, donc est capable d'influencer les gens. On découvre Stettin Palver, qui est comme un autre mentaliste, qui devient le garde du corps de Harry. Bon. C'est vraiment le chapitre où ce que là, on dirait que Asimov, là, faut que je règle mes comptes, là. Mais pas je règle mes comptes dans le sens de vengeance, mais dans le sens de faut que je ferme les parenthèses, tu sais. Harry est rendu vieux, il est en fin de vie, la psychohistoire a perdu sa notoriété, puis il n'y a plus personne qui le prend au sérieux. J'ai l'impression que ça reflète beaucoup l'agisme que les personnes âgées peuvent vivre, tu sais. Dans le sens, quand t'es vieux, c'est comme si t'avais plus de valeur, tu sais. Puis j'ai l'impression qu'Asimov faisait ressortir ça dans son dernier chapitre. C'est vraiment une mise en place de
son état personnel, de comment il se sentait peut-être, même s'il était adulé, là, mais reste que, en vieillissant, j'imagine que ça change beaucoup. Puis c'est aussi le chapitre où il faut qu'on revienne à Fondation 1, là, tu sais. Il faut que à la fin du Fondation 7, on se sente à peu près au même endroit, alors que quand on a lu la trilogie originale, durant la Fondation 6 et 7, là, on est comme, on se sent pas là pantoute, là, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on a toute l'histoire où il y a Las Zeno, le gars de la bibliothèque qui trouve Terminus à la demande de Harry. On a comme des petits indices. Là, on commence à mettre les pions pour nous dire, OK, quand ça va finir, on peut commencer avec le livre 1, Fondation, écrit 50 ans plus tôt, tu sais. J'ai l'impression que Reich qui a été tué, là, ça, j'étais comme, ouais, ok, c'était facile un peu parce que dans le fond, la réalité c'est que c'est juste pour justifier son absence dans le reste de la série, tu sais. Puis même chose pour le reste de sa famille dans le vaisseau perdu. Tu sais, c'est comme, bon, mais, ok, c'est ça. Fait que, tu sais, on n'en parle plus jamais, pis c'est comme, ok, on s'en fout. C'est pas un spoiler en passant parce que, contrairement au livre 6 et 7, c'est pas des sauts de temps de 10 ans, là. Dans les autres fondations, c'est des sauts de temps de genre des ellipses de comme 200 ans, là. Fait que tout ce monde mort, là, tout ce monde-là, qu'il soit vivant ou mort, il serait tout mort, là, fait que c'est zéro un spoiler. Mais c'est ça, on les voit plus après. Fait que, c'est comme, on introduit des personnages, on n'a pas vraiment de bonne fin. Puis tu sais, on dirait que quand Reich meurt, Harry il est triste, mais comme, pas tant non plus. Ça, je trouve ça bizarre un peu, mais en tout cas. Fait que c'est ça, la dernière histoire, c'est ça, là, on parle de la seconde fondation qui va aller s'installer, ça aussi, quand on a lu les autres livres, on fait ok, ça donne plus d'informations, pas vraiment, quand on sait les punchs, bon, c'est un peu anticlimatique, là, c'est la fin de Wanda qui s'en va à la seconde fondation, mais reste que le moment, là, où c'était quand même assez... moi, j'ai eu des petites émotions, là, à la fin, là, le bout où Harry décède, puis là, il crie Dors, comme si ça en allait la rejoindre. Ça m'a fait des petites émotions. Je trouvais ça touchant, quand même. Le gars qui veut en rejoindre son robot. Et donc, c'est ça. Le quatrième histoire, je pense que c'est ça. En gros, là, on dirait que je fais juste dire la même affaire depuis 5 minutes, mais c'est ça, c'est juste, on wrap up, là, puis là, faut expliquer comment on est passé de ces deux livres-là au premier livre. Puis, ça, c'est un peu triste, on voit un homme qui regarde l'œuvre de sa vie, puis qui se dit, bon, ben, y a-tu encore quelque chose à faire avec ça, tu sais. Fait que, ouais, c'est pour ça que je dis, si on veut finir avec une fin plus humaine, on finit avec les 6 et 7. Puis si on veut quelque chose plus dans l'action, puis dans les révélations, on finit avec le 4-5, t'sais. Donc, c'est ça que je voulais parler pour les livres 6 et 7 de Fondation. Comme vous avez pu voir le 7, clairement, je l'ai beaucoup plus aimé que le 6, mais je suis content de les avoir lus. Tu sais, il y a du monde, des fois, qui disent que quand il y a des choses, des suites tardives, ils aiment pas ça les consulter parce que ça va ruiner l'œuvre. Moi, je crois pas à ça vraiment. Là, si j'aime pas ça, ben coudonc, je l'ignore puis il existe plus pour moi. Mais je suis vraiment content de les avoir lus. Puis ben c'est sûr que je vais lire les robots puis le cycle de l'Empire puis des nouvelles d'Asimov là. Je vais le lire, tu sais, c'est juste si même c'est ceux que j'aime le moins sont quand même vraiment bons, c'est un bon signe que je vais continuer ma lecture d'Asimov. Donc c'était ça et merci beaucoup.